Avant de plonger dans l'histoire intense d'aujourd'hui, un petit rappel. Plus de 90% de nos spectateurs regardent nos vidéos sans être abonnés. Si vous aimez ce genre de contenu, prenez une seconde pour vous abonner et activez la cloche pour ne rien rater. Et si vous trouvez cette histoire captivante, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça nous aide énormément. Je m'appelle Émilie. Pendant 10 ans, j'ai été l'épouse dévouée de Marc. 10 ans à tout donner pour un homme qui, avec le recul, ne m'a jamais vraiment regardé comme je le méritais. Et je ne dis pas ça avec colère, pas au début du moins. Au début, je l'aimais. Follement. Aveuglément. J'ai sacrifié mes rêves, ma carrière, ma liberté pour construire une vie stable avec lui. Une maison, des projets, une routine. Et j'y croyais vraiment. Je croyais que la fidélité, la loyauté, l'amour pouvaient suffire à maintenir un couple uni. Je croyais qu'en donnant tout, on recevait au moins un peu en retour. Mais la vérité, c'est que parfois, tout ce qu'on donne disparaît dans un trou sans fond, sans même un écho en retour. Marc était charmant, oui. Intelligent, cultivé, drôle. Il avait ce genre de charisme discret qui rassure. Quand je l'ai rencontré, j'avais l'impression d'avoir trouvé une ancre dans ma vie agitée. Et pendant longtemps, cette illusion m'a suffi. Je travaillais dans une petite agence de communication. J'aimais mon travail, mais je l'ai mise en pause quand notre fille, Lila, est née. Lui, il n'a jamais ralenti. Toujours occupé. Toujours en déplacement. Toujours des réunions tardives, des dîners d'affaires, des excuses bien huilées. Et moi, pendant ce temps, j'étais là. À attendre. À organiser notre vie, à gérer la maison, l'école, les repas, les maladies, les nuits blanches. Toujours là. Il n'était pas violent, pas méchant. Juste absent. Absent physiquement, émotionnellement, comme si j'étais devenue une partie du décor. Une fonction. Une habitude. Je me souviens du jour où j'ai commencé à douter. Ce n'était même pas un détail flagrant. Juste un silence, un regard fuyant, un parfum inconnu sur sa veste. Quelque chose en moi s'est réveillé, une intuition, une douleur sourde. J'ai voulu lui en parler, mais il a tout nié. Avec ce calme désarmant qui me faisait toujours culpabiliser. Comme si c'était moi le problème. Comme si j'étais trop paranoïaque, trop fragile. Mais on ne peut pas mentir éternellement à une femme qui observe, qui ressent. Un jour, en nettoyant son bureau, j'ai trouvé un reçu de restaurant. Pour deux. Un dîner romantique, un jour où il m'avait dit être en réunion tardive. Mon cœur s'est serré, mais je n'ai rien dit. J'ai gardé ça pour moi. J'ai commencé à l'observer de plus près. Ses appels passés à voix basse, ses sourires qu'il ne m'adressait plus, ses messages effacés. Et puis, il y a eu ce nom qui revenait souvent, Camille. Je ne connaissais pas de Camille. Alors j'ai fouillé. Moi, qui détestais ça, j'ai fouillé dans son téléphone pendant qu'il dormait. J'ai découvert des messages, des photos, des mots doux, des promesses. Camille était jeune, jolie, pleine de vie. Elle n'était pas mariée. Elle n'avait pas d'enfant. Elle n'était pas fatiguée. Elle n'était pas moi. J'ai pleuré, en silence. Des heures. J'ai pensé à partir, à le confronter, à hurler. Mais quelque chose en moi a changé à ce moment-là. J'ai compris que j'étais devenue invisible à ses yeux, que je n'existais plus en tant que femme. Et pourtant, ce n'était pas moi qui avais changé. C'était lui. Il avait trahi notre pacte, notre vie, notre famille. Mais je n'ai rien dit. Pas encore. J'ai commencé à jouer un rôle, à faire semblant de ne rien savoir. J'ai observé. J'ai attendu. J'ai préparé la suite. Je suis retournée travailler sous prétexte que j'avais besoin d'un peu d'indépendance. Il a applaudi ma décision. Heureux de me voir retrouver une vie sociale, disait-il.
Il ne voyait même pas que je me reconstruisais, que je reprenais le contrôle. Mon travail m'a aidé à reprendre confiance, à me sentir utile, désirable, vivante. J'ai retrouvé d'anciens collègues, fait de nouvelles rencontres. Et puis il y avait Nicolas. Nicolas n'était pas comme Marc, il était doux, attentif, marié aussi, mais malheureux lui aussi. Nous avons commencé par des cafés innocents, puis des discussions plus longues, puis des confidences. Une complicité s'est installée. Pas d'amour, pas de passion dévorante. Juste deux âmes blessées qui se comprenaient, et pourtant, je n'ai jamais franchi la ligne. Je ne l'ai jamais trompé, pas physiquement. Ce n'était pas la vengeance que je voulais. Ce que je voulais, c'était reprendre ma dignité, ma force. Alors j'ai continué à faire semblant, à organiser nos dîners, à sourire aux amis, à jouer la femme parfaite. Mais chaque jour, je bâtissais mon plan. J'ai consulté un avocat discrètement. J'ai ouvert un compte bancaire à mon nom. J'ai commencé à rassembler des preuves, des copies de ses messages, des relevés, des enregistrements, tout ce qu'il me fallait pour lui faire payer. Pas juste émotionnellement, légalement, financièrement. Il ne s'en doutait pas une seconde. Il rentrait toujours tard. Il envoyait des messages en cachette. Il disait « Aimez Lila, mais oubliait ses anniversaires ». Il disait « M'aimer, mais ne savait même plus quelle était ma couleur préférée ». Je suis restée calme, stratège. J'ai joué le jeu jusqu'au bout, et pendant tout ce temps, la rage grandissait en moi. Pas une rage destructrice, une rage froide, contrôlée, une rage qui savait qu'elle ne voulait pas se salir les mains, mais voulait qu'il tombe, et il tomberait. Oh oui, il tomberait, mais à ma manière, proprement, froidement, définitivement. Il y a un pouvoir étrange dans le silence, un pouvoir qu'on sous-estime, surtout quand on pense que l'autre ignore tout. Marc, lui, croyait que j'étais restée la même femme passive, douce, docile. Il ne voyait pas que j'étais en train de me transformer. Chaque sourire que je lui offrais était une arme déguisée. Chaque baiser du soir, une pièce placée dans un puzzle que lui seul découvrirait trop tard. Je me réveillais chaque matin avec une idée claire. Ne pas perdre le contrôle. Ne pas laisser la colère me faire trébucher. J'étais une femme trahie, oui, mais j'allais devenir une femme redoutée. Lila ne se doutait de rien. Bien sûr. Elle avait 8 ans. Elle vivait dans son monde d'école, de poupées et de dessins. Je la regardais souvent dormir, la respiration paisible, les bras éparpillés sur l'oreiller. C'était pour elle que je me battais, plus que pour moi. Car je refusais qu'elle grandisse dans le mensonge. Je refusais qu'elle pense qu'une femme devait tout accepter, même l'humiliation. Je continuais à jouer la parfaite épouse. Je cuisinais ses plats préférés. J'organisais nos sorties en famille. J'envoyais des messages gentils. Et lui, Marc, tombait dans le piège comme un enfant naïf. Il pensait que le feu entre nous se rallumait. Il me touchait à nouveau la main, me complimentait de temps en temps. Mais je savais que ce n'était qu'un moyen pour lui de se donner bonne conscience. Il continuait à voir Camille, évidemment. Peut-être pensait-il qu'il pouvait avoir les deux. Peut-être pensait-il que je ne saurais jamais, que j'étais trop simple, trop banale. Mais j'en savais bien plus qu'il ne l'imaginait. Je connaissais son adresse. Je savais quand il se voyait. Je connaissais même le nom de l'hôtel discret où il se retrouvait parfois. J'avais engagé un détective privé. Juste quelques jours, juste assez pour avoir des photos, des preuves. Et j'ai tout gardé précieusement. Mon avocat, Maître Chardin, était une femme redoutable. Discrète, efficace, méthodique. Quand je lui ai montré le dossier que j'avais constitué, elle a levé les yeux vers moi avec un demi-sourire. « Vous avez préparé ça comme une guerre. » J'ai simplement répondu
Parce que c'en est une. Elle m'a expliqué mes droits, les démarches, les possibilités. Avec les preuves que j'avais, je pouvais demander la garde exclusive de Lila, obtenir une pension généreuse et surtout, exposer Marc dans toute sa laideur. Pas seulement devant un juge, mais devant ses proches, ses parents, ses collègues. Il tenait tant à son image, à sa réputation d'homme sérieux, loyal, parfait. Je voulais le frapper là où ça faisait le plus mal, là où il ne s'y attendait pas. Il croyait avoir le contrôle. Il croyait que j'étais naïve. Il ne comprenait pas que j'avais déjà pris ma revanche en silence. Il ne comprenait pas que mon arme, c'était le temps. Que mon champ de bataille, c'était l'intérieur de notre maison. Et qu'il y avait déjà perdu, sans même s'en rendre compte. Une semaine avant d'agir, j'ai tout organisé dans le moindre détail. J'ai loué un petit appartement meublé à quelques rues de chez mes parents. J'ai transféré mes économies. J'ai pris un congé de mon travail sous prétexte de fatigue. J'ai tout emballé en cachette pendant qu'il était avec Camille. Lila pensait qu'on partait juste en vacances quelques jours. Elle ne savait pas encore que cette maison, ce lit, cette vie ne seraient de plus jamais les nôtres. Puis est venu le jour. Un jeudi. Je me suis levée tôt. J'ai préparé le petit déjeuner. Marc est descendu, chemise repassée, regard fatigué. Il m'a embrassée sur la joue, comme d'habitude. J'ai souri. Calmement. Je lui ai demandé s'il pouvait rentrer tôt ce soir-là. Il a dit oui, sans même me regarder. Je lui ai laissé une enveloppe sur son bureau. Et je suis partie. L'enveloppe contenait tout. Les copies des messages, les photos, une lettre d'adieu sans colère mais sans pitié et une convocation au tribunal. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, j'ai simplement coupé le lien. Quand il est rentré le soir, il a trouvé la maison vide, juste le silence, et ses fautes étalées noir sur blanc. Il m'a appelé. 20 fois, 30. Il a envoyé des messages, des emails. Il disait qu'il était désolé, qu'il ne savait pas pourquoi il avait fait ça, qu'il m'aimait, qu'il voulait arranger les choses. Je n'ai rien répondu. Pendant des années, j'ai été disponible à chaque appel, à chaque besoin. J'étais la solution, la sécurité. Et maintenant, il goûtait à l'absence. Il goûtait au vide. Ses parents m'ont appelé aussi. Ils m'adoraient. Ils n'étaient au courant de rien. Je leur ai tout raconté, sans exagérer, sans mensonge, juste les faits. Ils ont été choqués. Ils ne comprenaient pas. Ils m'ont demandé pardon. Moi, pas leur fils. Et le plus ironique, c'est que Camille a disparu de sa vie peu après. Peut-être qu'elle ne voulait pas d'un homme détruit. Peut-être qu'elle ne pensait pas être prise au sérieux. Ou peut-être qu'elle s'est simplement lassée. Peu importe. Moi, j'étais libre, blessée, mais debout, perdue, mais lucide. Lila s'est adaptée. Les enfants sont plus forts qu'on le croit. Elle pose des questions parfois. Je lui dis la vérité avec des mots simples. Je lui dis que l'amour, ce n'est pas se trahir, que les promesses, ça compte, et que même quand on tombe, on peut se relever plus forte. Quant à Marc, il a compris. Trop tard. Il m'a perdue sans un cri, sans une scène, juste un silence tranchant comme une lame. Et moi, je n'ai jamais eu besoin de me venger avec du feu. Je l'ai fait avec du givre. Cela fait maintenant 1 an que j'ai tourné la page. 1 an depuis ce fameux jeudi où j'ai quitté cette maison, ce mensonge, cet homme. 1 an où chaque jour a été une victoire silencieuse sur le passé. Marc a tenté de me reconquérir au début. Il m'a envoyé des fleurs, des lettres, des cadeaux pour Lila, mais tout ce qu'il envoyait revenait intact. Il m'a même supplié une fois, les yeux rouges, devant la porte de l'appartement.
mais il n'a jamais eu droit à une seconde chance. Parce qu'on ne recolle pas un miroir brisé. On en achète un nouveau et on apprend à aimer son propre reflet. L'ironie, c'est qu'il ne comprenait toujours pas comment j'avais pu être si forte. Lui qui m'avait toujours crue douce, passive, malléable. Il ignorait qu'une femme blessée est aussi une femme dangereuse. Pas parce qu'elle détruit tout, mais parce qu'elle ne se retourne plus jamais. Il a tout perdu. Moi, sa fille, qu'il ne voit qu'un week-end sur 2 sous surveillance. Son image, sa dignité. Et même Camille, qu'il a quitté quand elle a compris qu'il ne représentait rien d'autre qu'un homme en fuite. Quant à moi, j'ai changé. Lentement. Profondément. Je n'ai pas cherché un autre homme. Je n'ai pas eu besoin. J'ai commencé à vivre pour moi, à lire, à voyager, à danser. J'ai repris des études à distance. Un vieux rêve que j'avais mis de côté pour lui. Et je me suis offert ce que j'avais attendu des années, la paix, la vraie. Lila va bien. Elle rit, elle grandit, elle m'observe. Et je sais que je lui donne le bon exemple. Elle verra que sa mère n'a pas pleuré toute sa vie pour un homme qui ne la méritait pas. Elle verra que la dignité est plus précieuse que n'importe quel je t'aime bancal. La vengeance, ce n'est pas faire mal, ce n'est pas rendre coup pour coup. La vraie vengeance, c'est de survivre, de briller après l'ombre, de regarder celui qui t'a brisé et de ne plus ressentir la moindre douleur. Aujourd'hui, je me tiens droite. Je ne suis plus l'ombre d'une épouse oubliée. Je suis une femme complète, libre, solide. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'il ne m'aura jamais vu tomber. Seulement me relever et repartir. Sans lui, définitivement.